Vous vous réveillez au son de pas résonnant dans les couloirs de pierre, de plus en plus forts, plus pressants. Vos petites mains serrent des couvertures de laine grossière qui sentent le moisi et quelque chose d'autre, l'abandon. À travers, une fenêtre étroite, l'aube brille sur Vienne en 1793, mais aucun rayon de soleil n'atteint cette chambre oubliée d'une tour du palais des Habsbourg. Vous avez 7 ans, bien que personne ne vous l'ait dit. Personne ne vous a rien dit du tout, car personne ne parle à l'enfant qu'on a caché. Votre nom, si quelqu'un s'en souvenait, était Ferdinand, et vous êtes né dans la famille de l'empereur Léopold II. Mais les noms n'ont pas d'importance ici, dans ce tombeau silencieux pour les vivants, où le sang aristocratique ne signifie rien si l'esprit derrière ces traits nobles fonctionne différemment de ce à quoi les autres s'attendent. Votre accompagnatrice entre, pas une infirmière, pas une gouvernante, juste une femme payée pour veiller à ce que vous restiez nourris et oubliés. Elle évite votre regard, ses yeux distinctifs en amande qui vous marquent comme différents, comme mauvais, comme quelque chose qui ne devrait pas exister dans une lignée qui prétend à une origine divine. Elle pose un bol de bouillie, déjà froide, et se retire. Pas de mots, jamais de mots. Dehors, vos cousins apprennent le latin et la philosophie, pratiquent pour la danse et la diplomatie. À l'intérieur de cette pièce, des miettes de poussière dansent dans le faisceau unique de lumière, et vous les regardez pendant des heures parce que c'est tout ce que vous avez. Avant de plonger dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance, si vous aimez apprendre les vérités cachées de l'histoire, pensez à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Et veuillez commenter ci-dessous pour me faire savoir d'où vous écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ces anciennes histoires ensemble, de différentes parties du monde, connectées à travers le temps et l'espace par notre curiosité partagée pour le passé. Dans les grands palais d'Europe, derrière, des portes dorées et sous des plafonds peints représentant la gloire céleste, vivaient des enfants dont l'existence menaçait tout ce que leur famille croyait concernant le droit divin et le sang pur. Ce sont des fils et des filles nés avec ce que nous comprenons maintenant comme le syndrome de Down, une condition génétique résultant d'une copie supplémentaire du chromosome 21, provoquant des traits faciaux distinctifs, des déficiences intellectuelles et souvent des malformations cardiaques. Mais dans les siècles passés, avant que John Langdon Down ne décrive cette condition en 1866, avant que quiconque ne comprenne les chromosomes ou la génétique, ces enfants étaient considérés comme des fléaux, des embarras ou des châtiments, divins pour des péchés secrets. Les familles royales qui ont bâti toute leur légitimité sur la notion d'une race supérieure et de la faveur divine ont été confrontées à un dilemme impossible lorsque de tels enfants sont nés parmi elles. Une famille paysanne pourrait accepter son enfant différent comme la volonté de Dieu et pourrait trouver des moyens de l'intégrer à la vie agricole, où des tâches simples avaient encore de la valeur. Mais la royauté exigeait la perfection. Chaque prince et chaque princesse existaient comme une monnaie politique, un futur contrat de mariage, un symbole vivant du pouvoir dynastique. Un enfant incapable d'apprendre l'étiquette de la cour, qui pourrait saliver pendant les dîners d'État, qui ne maîtrisera jamais la danse complexe de la diplomatie internationale, menaçait non seulement la fierté familiale, mais aussi la stabilité politique elle-même. Prenons l'exemple du prince John du Royaume-Uni, le plus jeune fils du roi George V et de la reine Mary. Né en 1905 à York Cottage, dans le domaine de Sandringham, John a vécu comme n'importe quel enfant royal pendant ses 4 premières années. Il a été photographié avec ses frères et sœurs, vêtus de tenues de marin, et présenté à des dignitaires en visite. Mais vers l'âge de 4 ans, les crises ont commencé. Avec l'épilepsie sont apparus des signes de ce que les médecins notaient discrètement comme des difficultés d'apprentissage et des caractéristiques qui, selon les photos de l'époque, correspondent au syndrome de Down, bien que cela n'ait jamais été officiellement confirmé. En 1909, John avait disparu complètement de la vie publique. Sa grand-mère, la reine Alexandra, a écrit dans son journal à propos de sa visite au pauvre petit Johnny à Wood Farm, une ferme dans le domaine de Sandringham, où il avait été déplacé avec sa nourrice dévouée, Charlotte Lalabille. Alexandra a décrit un enfant qui vivait dans son propre monde, qui trouvait du plaisir dans les choses simples, ramassant des glands, regardant le travail du jardinier et riant à des jeux qu'il comprenait seul.
Ses frères et sœurs ont été dissuadés de le visiter, et ses parents ont maintenu la distance, le considérant à travers le prisme du devoir plutôt que de l'affection. Lorsque John est décédé en 1919 à l'âge de 13 ans, à la suite d'une crise violente, la reine Mary a écrit à un ami que sa mort était une délivrance pour l'enfant et peut-être la plus grande miséricorde pour la pauvre petite âme. Ces mots, délivrance et miséricorde, résonnent à travers des siècles de correspondance royale concernant de tels enfants. Ils révèlent une vision du monde où la différence égale la souffrance, où l'incapacité d'accomplir un devoir dynastique signifie qu'une vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Pourtant, entre les lignes de ces lettres soigneusement rédigées, nous entrevoyons parfois l'humanité qui transparaît. La nourrice de John a conservé tous ses dessins, toutes ses photos et tous les petits trésors qu'il a collectionnés. Après sa mort, elle a été mise à la retraite discrètement, emportant avec elle ses souvenirs d'un garçon qui aimait la musique et les animaux, des souvenirs qui peignent un tableau bien différent du récit officiel de la tragédie et du soulagement. Remontons encore plus loin, en France, en 1640 après J. Musset, où des murmures circulaient dans le palais de Fontainebleau concernant un enfant né du roi Louis XIII et d'Anne d'Autriche, un enfant qui apparut avant le futur roi Soleil, Louis XIV. Les archives de la cour, soigneusement édulcorées, ne mentionnent qu'un nourrisson faible qui n'a pas prospéré. Mais des lettres privées entre les médecins royaux, découvertes des siècles plus tard dans les archives secrètes du Vatican, décrivent des caractéristiques que nous reconnaissons aujourd'hui. Le pont nasal aplati, la seule plie palmaire, la langue proéminente. Ce prince anonyme a vécu exactement 43 jours. Sa nourrice, interrogée à plusieurs reprises, a juré qu'elle l'avait nourri correctement, qu'elle n'avait rien fait de mal. Bien sûr, elle n'avait rien fait de mal. L'enfant avait probablement les malformations cardiaques qui affectent près de la moitié des bébés atteints de trisomie 21. Mais à une époque où la mort d'un nourrisson nécessitait un coupable, où le sang royal était censé être plus fort que le sang commun, quelqu'un devait être responsable. Les serviteurs du palais murmuraient à propos des prières spéciales commandées par Anne d'Autriche, des pèlerinages qu'elle avait effectués dans des sanctuaires à la recherche d'une explication sur pourquoi Dieu avait marqué son enfant. Certains disaient que c'était une punition pour les péchés du roi, d'autres blâmèrent le sang espagnol de la reine, d'autres encore ont pointé du doigt les alignements astronomiques au moment de la conception. Ce que personne n'a dit, ce que personne n'a osé suggérer, c'est que parfois la nature crée simplement des variations, que cet enfant n'était pas une punition ou une malédiction, mais simplement différent. Une telle pensée n'apparaîtrait que des siècles plus tard. En Russie, la dynastie des Romanov a eu affaire à ses propres hontes cachées. Alors que l'histoire se souvient de l'hémophilie d'Alexis, peu connaissent la plus jeune fille du grand-duc Vladimir Alexandre, née en 1882 après Gijanki. Son nom n'apparaît dans aucune généalogie officielle, mentionnée seulement comme une fille en bas âge décédée jeune, le cas échéant. Mais les registres de paie du palais d'Alexandre montrent des paiements continus à un groupe spécifique de serviteurs affectés à la chambre d'enfant dans l'aile et pendant 16 ans après sa naissance, bien après qu'une mort d'un nourrisson aurait nécessité une telle attention. Des lettres entre les dames de compagnie décrivent une fille qui n'a jamais appris à parler correctement, qui à 14 ans jouait encore avec des poupées destinées aux tout-petits, qui devait être constamment surveillée de peur qu'elle ne se promène dans les jardins gelés en pyjama, riant des flocons de neige. Lorsque la Révolution a éclaté en 1917 après J.C., cette grand-duchesse oubliée a simplement disparu de l'histoire. Les soldats révolutionnaires l'ont-ils trouvée dans cette chambre d'enfant de Lelé? Cette enfant-femme qui ne comprenait pas pourquoi tout le monde criait. Un domestique l'a-t-il emmené loin, peut-être dans un village isolé où une femme simple d'esprit et amoureuse des poupées aurait pu vivre discrètement? Ou la famille elle-même, fuyant pour sauver sa vie, a-t-elle pris une décision calculée sur qui pouvait être sauvé et qui non? Nous ne le saurons jamais. La Révolution a le don d'effacer les vérités gênantes ainsi que les régimes qui les ont engendrés. La lignée des Habsbourg d'Espagne, déjà tristement célèbre pour ses mariages consanguins, a produit de nombreux enfants atteints de divers handicaps. Charles II, El Hechizado, le Betty, est bien documenté. Son menton d'Habsbourg était si prononcé qu'il avait beaucoup de mal à mâcher.
Ses capacités mentales étaient si limitées qu'il n'a commencé à parler qu'à l'âge de 4 ans. Mais Charles avait des frères et sœurs et des cousins qui n'ont jamais figuré dans les portraits officiels, qui n'ont jamais reçu de nom ni de titre. Les médecins de la cour espagnole ont codé en latin ce qu'ils espéraient voir survivre à leur époque, documentant les enfants nés avec des traits mongols en utilisant une terminologie qui n'était pas officiellement médicale avant 2 siècles. Ces médecins ont noté comment ces naissances augmentaient à chaque génération de mariage entre cousins et unions entre oncles et nièces, les tentatives désespérées pour maintenir la pureté du sang royal. Un médecin, Diego Mateo Zapata, écrivant en 593, a décrit l'examen d'une princesse dont le nom a été littéralement effacé des registres. Il a noté sa petite taille, sa difficulté à avaler, ses importants retards développementaux, mais aussi autre chose. Son affection extraordinaire, son désir d'embrasser tous ceux qu'elle rencontrait, sa joie pure à la musique et à la danse, même si elle ne pouvait pas tenir le rythme. Zapata a finalement été brûlé par l'Inquisition pour avoir suggéré que ses enfants n'étaient peut-être pas maudits, mais simplement des exemples de la diversité mystérieuse de Dieu. Ces notes, cachées au fond d'un texte médical, n'ont été découvertes qu'en 1954. Dans l'Empire ottoman, des règles différentes s'appliquaient, mais des tragédies similaires se sont déroulées. Le sultan Mehmed III, qui a régné de 1595 à 1603, aurait eu un fils né avec des traits distinctifs et des retards développementaux. Les lois de succession ottomanes étaient brutales. Les princes se battaient à mort pour le trône, et tout signe de faiblesse signifiait une élimination certaine. Ce prince anonyme n'est pas mort dans son enfance, comme le prétendent les registres. Au lieu de cela, il a été envoyé au Cafet, une prison de luxe dans le palais de Topkapi où les héritiers potentiels étaient maintenus en isolement. Des documents uniques montrent que des vivres et des fournitures ont été livrés à une pièce spécifique du CAF pendant 23 ans après la mort supposée de ce prince. Les gardes rapportaient des bruits étranges, non pas les protestations habituelles ou les complots des princes prisonniers, mais des chants répétés à plusieurs reprises et des rires à des heures impaires. Lorsque le sultan Ahmed Ier mourut en 1617 et que le chaos de la succession éclata, chaque pièce du café fut ouverte pour inventorier tous les héritiers potentiels. Une pièce, selon les mémoires d'un garde rédigé des décennies plus tard, contenait un homme adulte ayant l'esprit d'un enfant, entouré de milliers de morceaux de verre colorés disposés en motifs complexes sur le sol. Il avait passé 2 décennies à créer une œuvre d'art que personne ne verrait jamais, à chanter des chansons que personne n'entendrait jamais, à vivre une vie que personne n'admettrait jamais. Que lui arriva-t-il à ce moment de la découverte? Les archives s'interrompent, le silence tombe, un autre fantôme dans les murs du palais. La dynastie des Wittelsbach de Bavière a laissé plus de traces de ses enfants cachés, peut-être parce que le roi fou Louis Ier a rendu l'excentricité presque à la mode. Sa cousine, la princesse Alexandra, née en 1826, a été gardée au château de Nymphenburg dans ce que les domestiques appelaient l'aile tranquille. Les biographies officielles affirment qu'elle est morte à l'âge de 3 ans, mais les comptes ménagers montrent des dépenses pour ses soins jusqu'en 1851. Le journal d'une gouvernante, donné à la Bibliothèque d'État de Bavière en 1923, décrit l'enseignement à une femme de 25 ans des tâches élémentaires. Comment s'habiller, comment utiliser correctement une cuillère, comment reconnaître les lettres, bien qu'elle n'ait jamais formé de mots. Cette gouvernante a écrit avec une tendresse inattendue sur l'amour d'Alexandra pour ses canaris, comment elle restait des heures à les écouter chanter, parfaitement contente dans un monde qui ne lui demandait rien d'autre que son existence. Pourtant, même cette relative bienveillance était assortie de conditions. Alexandra pouvait vivre, mais elle ne pouvait pas être vue. Elle pouvait exister, mais pas en tant que princesse, pas en tant que personne portant un nom figurant dans les documents de succession. Lorsqu'elle mourut enfin, son corps fut tranquillement inhumé dans une section non marquée de la crypte royale. Pas de cérémonie, pas d'annonce. Comme si 25 ans de vie pouvaient être effacés en faisant simplement comme si cela ne s'était jamais produit. Au Portugal, la maison de Bragance a connu sa propre crise en 1734 lorsque l'infante Maria Francisca est née du roi Jean V.
Des peintres de cour ont été immédiatement chargés de créer son portrait officiel, une pratique courante pour les naissances royales. Mais le portrait n'a jamais été achevé. L'artiste John Ranke quitta précipitamment le Portugal, son travail impayé, ses esquisses brûlées. Des années plus tard, mourant à Madrid, Ranke confessa à un prêtre son impuissance à peindre les traits de la princesse en bas âge d'une manière qui satisferait le roi. « Comment peindre l'innocence même ?» demanda-t-il apparemment, « quand l'innocence n'est pas ce que le pouvoir exige. » Maria Francisca vécut jusqu'à l'âge de 11 ans, cachée dans le couvent de Santo Onofre à Lisbonne. Les religieuses qui s'occupaient d'elle laissèrent des témoignages d'une enfant qui aimait aider aux tâches simples, plier les nappes d'autel, nourrir les animaux du couvent, chanter les prières, bien qu'elle n'ait jamais appris les paroles. Lorsque la fièvre la prit en 1745, les religieuses demandèrent la permission de l'enterrer dans leur cimetière plutôt que de rendre son corps à la famille royale. La permission fut accordée immédiatement, presque avec empressement. Sa pierre tombale porte simplement l'inscription « Enfant de Dieu », pas de nom, pas de date, aucun lien avec le trône qu'elle n'aurait jamais pu hériter. Quoi qu'il en soit, la famille royale du Danemark employa une stratégie différente avec le prince Gustave, né en 1803 de Frédéric VI. Au lieu de le cacher complètement, ils créèrent une fiction élaborée. Gustave, affirmait-il, souffrait d'un trouble nerveux qui nécessitait des voyages constants pour sa santé. En réalité, il était déplacé entre des propriétés royales éloignées tous les quelques mois, ne restant jamais assez longtemps pour que la population locale remarque ces différences. Ses tuteurs, en réalité ses gardiens, soumettaient de faux rapports sur ses progrès scolaires, tout en lui enseignant en réalité les compétences de base de la vie. Des lettres de ses tuteurs, conservées aux archives royales danoises, révèlent leur lutte pour maintenir la charade tout en développant une affection sincère pour leur protégé. Un tuteur, Hans Eriksson, écrivit longuement sur les capacités uniques de Gustave, sa mémoire parfaite de chaque personne qu'il avait rencontrée, sa capacité à prédire les changements de temps plusieurs jours à l'avance, et son étrange don pour savoir quand quelqu'un mentait. « Peut-être, » écrivait Hurricane, « mesurons-nous l'intelligence trop étroitement. Le prince comprend des choses que je ne comprends pas, voit des schémas que je ne peux pas percevoir. Qui a vraiment le déficit, lui ou ceux d'entre nous qui ne peuvent pas entrer dans son monde ?» Mais les idées progressistes d'Eriksson ne trouvèrent aucun soutien à la cour danoise. Lorsque Gustave mourut à l'âge de 31 ans, officiellement de pneumonie mais probablement d'une affection cardiaque fréquente dans le syndrome de Down, sa mort fut annoncée comme survenue en Italie lors de l'un de ses traitements de santé. Son corps fut ramené au Danemark la nuit, enterré avant l'aube. Son existence entière comprimée en une seule ligne de la généalogie royale. On aurait pu s'attendre à ce que le prince Gustave de la dynastie suédoise des Bernadotte, relativement nouvelle dans la royauté, gère la différence avec une sensibilité plus moderne. Mais lorsque le prince Carlos est né en 1852 avec de clairs handicaps développementaux, ils ont suivi le même schéma que les dynasties plus anciennes. Les registres officiels indiquent qu'il est mort à l'âge de 3 mois. Des registres officieux, des témoignages de domestiques, des factures de médecins et des demandes de nourriture suggèrent qu'il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 9 ans au palais de Tullgan, à 30 miles de Stockholm. Le fils d'un gardien, écrivant ses mémoires dans sa vieillesse, se souvenait avoir joué avec un garçon étrange dans les jardins du palais, qui ne pouvait pas parler mais riait constamment, qui ne craignait rien ni personne et qui restait des heures fasciné par des colonies de fourmis. Ce garçon, réalisa le fils du gardien des décennies plus tard, n'apparaissait que lorsque la famille royale était absente, disparaissant quelques jours avant leur retour. Il était comme un fantôme, indiquent les mémoires, mais le fantôme, le plus heureux imaginable. En Autriche-Hongrie, le fléau des Habsbourg, l'endogamie, a produit de nombreux enfants handicapés. Le frère de l'empereur François-Joseph, l'archiduc Charles-Louis, a eu un fils en 1868 qui a été immédiatement déclaré mort-né. Mais le journal d'une sage-femme, découvert pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque ses descendants fuyaient les bombardements, raconte une histoire différente. L'enfant a vécu, écrivait-elle, mais avec des traits qui ont fait reculer l'empereur lui-même. Quelques heures après sa naissance, le nourrisson a été enlevé à sa mère,
à qui on a dit qu'il était mort. La sage-femme a été contrainte au secret, payée généreusement et avertie que rompre son serment signifiait la mort. Des années plus tard, cette même sage-femme a été appelée dans un monastère près de Vienne pour soigner un enfant malade et l'a immédiatement reconnu. Les moines, a-t-elle appris, avaient été payés pour l'élever comme un orphelin sans jamais connaître sa véritable identité. Ils l'appelaient Félix, ce qui signifie heureux, parce que malgré ses limitations, il rayonnait de joie. Il a vécu parmi eux pendant 12 ans, aidant aux tâches simples appréciées par les frères qui voyaient dans son innocence une sorte de sainteté. Lorsqu'il est mort de scarlatine en 1880, tout le monastère a pleuré. L'abbé, en notant sa mort dans les registres du monastère, a écrit « Notre Félix est retourné à Dieu, qui l'aime certainement mieux que le monde ne pourrait jamais le faire. » Ces enfants cachés existaient dans toutes les maisons royales européennes. Leurs histoires suivent des schémas déprimants similaires. Naissance, reconnaissance de la différence, dissimulation, effacement. Pourtant, occasionnellement, des fissures dans le récit officiel révèlent une tendresse inattendue. Le prince Waldemar de Prusse, né en 1889 de la sœur de Guillaume II, fut caché comme tous les autres. Mais son infirmière, Emma Müller, utilisa son salaire pour commander à un artiste local le portrait de son élève chaque année, à l'occasion de son anniversaire. 17 portraits au total, montrant un garçon devenant un homme, ses traits distinctifs rendus avec dignité et soin. Après sa mort en 1906, Emma tenta de remettre ses portraits à sa mère. Ils furent refusés, brûlés devant elle. La dernière preuve de l'existence de Waldemar fut réduite en cendres. Emma passa ses dernières années à écrire des lettres aux journaux, essayant de raconter l'histoire de Waldemar, mais aucun journal ne les publia. Ces lettres, retrouvées parmi ses effets après sa mort, peignent le portrait d'un jeune homme qui aimait les trains, qui pouvait identifier chaque oiseau à son chant, qui mémorisait des œuvres orchestrales entières après les avoir entendues une seule fois. Il n'était pas inférieur, écrivait-elle à plusieurs reprises. Il était différent, et être différent aux yeux de Dieu n'est pas une erreur. En Italie, la maison de Séavois géra son propre secret. Lorsque la princesse Giovanna naquit en 1879, contrairement à d'autres familles royales qui cachaient complètement leurs enfants, les Séavaux tentèrent un compromis. Giovanna apparut lors de certains événements publics très contrôlés, toujours à distance, toujours brièvement. On disait au public qu'elle était délicate et ne pouvait pas supporter de longues cérémonies. En réalité, elle était soigneusement préparée pendant des semaines avant chaque apparition. On lui apprenait à faire signe, à sourire, à rester immobile pendant des secondes précisément comptées avant d'être emmenée. Derrière les murs du palais, Giovanna mena une vie plus complète que beaucoup de ses pairs ayant des handicaps similaires. Elle avait des tuteurs qui se concentraient sur ses forces, son extraordinaire mémoire musicale, sa capacité d'apprentissage par la répétition, son don pour comprendre les animaux. Elle avait une petite maisonnée de serviteurs qui lui parlaient comme à une personne, et non comme à un problème. Lorsqu'elle mourut à l'âge de 33 ans, ses funérailles furent privées, mais dignes. Le roi Alberto Ier, son oncle, aurait dit « Elle a vécu comme Dieu l'a créée, et cela suffisait. » Mais la relative progressivité de l'Italie était l'exception. En Belgique, le roi Léopold II, tristement célèbre pour son exploitation brutale du Congo, ne fit preuve d'aucune pitié pour sa propre fille handicapée, née en 1864. Les mémoires de la princesse Stéphanie, publiées après la mort de son père, mentionnent une sœur dont on ne parlait pas, dont la chambre au palais fut finalement entièrement murée. Des domestiques qui travaillaient au palais pendant cette période, interrogés par des historiens dans les années 1920, ont décrit avoir entendu pendant des années la voix d'un enfant derrière ces murs, chantant des chansons sans queue ni tête, appelant une mère qui ne venait jamais. Une domestique, Marie Delacroix, risqua son emploi pour faire passer de la nourriture et de petits jouets par une fente dans la partie murée. Elle a témoigné que l'enfant, dont elle n'a jamais appris le nom, lui repassait des dessins par la même fente, des images grossières et colorées de personnes avec d'énormes sourires, de fils avec des visages, de ce qui aurait pu être des tentatives d'écriture de maman. Marie a conservé un dessin qu'elle a montré à l'historien qui l'interrogeait,
un morceau de papier recouvert d'empreintes de mains faites avec ce qui semblait être du jus de baie, chaque empreinte entourée de cœurs soigneusement dessinés. La famille royale roumaine, établie seulement en 1866, apprit rapidement les règles de la honte royale. Lorsque le fils du prince héritier Carol naquit en 1893 avec des handicaps évidents, le nourrisson fut déclaré mort en quelques heures. Mais la reine Élisabeth, poétesse et mystique, qui écrivait sous le nom de Carmen Sylva, ne pouvait accepter cet effacement. Elle a écrit longuement dans ses journaux intimes sur l'enfant ange qui avait été rappelé au ciel, trop pur pour la terre. Ces journaux, clairement codés, parlent de la visite de son étoile chaque nuit, probablement une référence à l'endroit où l'enfant était réellement gardé. Les registres d'un monastère orthodoxe roumain de cette période montrent un mécène mystérieux faisant des dons importants pour les soins d'un enfant spécial de Dieu. Les dons étaient accompagnés d'instructions spécifiques. L'enfant devait apprendre la musique, recevoir des fournitures artistiques, ne jamais être frappé ou retenu, et on devait lui parler avec gentillesse. Les dons ont continué pendant 7 ans, puis se sont arrêtés brusquement. La chronique du monastère note que leur protégé est mort cette même année d'une fièvre qui l'a emporté doucement comme il avait vécu. Même au XXe siècle, alors que la compréhension médicale du syndrome de Down s'améliorait, les familles royales ont continué leur pratique de dissimulation. La famille royale grecque, exilée et restaurée à plusieurs reprises, a laissé des documents dispersés sur des enfants qui vivaient en marge. Un médecin qui a soigné les membres de la famille royale grecque en exil pendant les années 1920 a écrit dans ses mémoires avoir examiné une princesse adolescente dont l'existence était totalement officieuse. Elle était née avec le syndrome de Down et avait été cachée dès sa naissance. Ses parents avaient été informés de sa mort, mais une servante fidèle l'avait emmenée, l'avait élevée secrètement et n'avait cherché d'aide médicale que lorsque la fillette avait contracté une pneumonie. Le médecin l'avait soignée avec succès, mais avait été choqué par la réaction de la famille. Au lieu de la joie de découvrir que leur fille était en vie, il lui avait offert une fortune pour résoudre le problème définitivement. Il avait refusé, avait fui le pays et avait passé des décennies à se demander ce qu'était devenue cette fillette qui lui avait serré la main et l'avait appelé « gentil monsieur », encore et encore, le seul mot qu'elle connaissait. Aux Pays-Bas, des murmures persistèrent pendant des générations concernant l'enfant perdu de la reine Wilhelmina. Les registres officiels ne mentionnent qu'une seule fille, Juliana, mais le personnel domestique des années 1890 racontait des histoires différentes. Ils parlèrent d'une deuxième grossesse, d'une naissance qui n'avait fait l'objet d'aucune annonce et d'un enfant qui avait brièvement vécu au palais avant de disparaître. Des années plus tard, une famille d'agriculteurs néerlandais en Frise raconterait l'histoire de leur fille qui leur avait été confiée bébé par de mystérieux bienfaiteurs qui payaient ses soins mais ne la visitaient jamais. Cette fillette, qui vécut jusqu'en 1934, portait une étrange ressemblance avec la famille royale néerlandaise. Mais personne n'osait exprimer de telles observations à haute voix. La monarchie néerlandaise, indépendante seulement depuis 1905, a été confrontée à son épreuve en 1912 lorsque la princesse Ragnhild est née du futur roi Olaf V. La princesse a officiellement vécu 3 jours. Officieusement, elle a vécu 8 ans dans un établissement médical spécialisé en Suisse. Visitée mensuellement par une noble femme norvégienne dont le visage était toujours voilé, les registres de l'établissement, saisis par les nazis, en 1940 et plus tard récupérés par les Alliés, documentent une enfant aux traits mongoloïdes qui montrait de l'affection à tous et trouvait du plaisir dans les plaisirs simples. Sa mort en 1920 a été attribuée à la pandémie de grippe, bien qu'elle soit probablement décédée de complications cardiaques fréquentes dans son état. Ces histoires s'étendent sur des siècles et des dynasties, mais des schémas apparaissent avec une constance déprimante. Honte, peur, dissimulation, effacement, sang royal qui n'était pas assez royal, droit divin sapé par la variation humaine. Les qualités mêmes qui rendent les personnes atteintes du syndrome de Down souvent extraordinaires, aimantes, joyeuses et exemptes des prétentions qui tourmentent les gens ordinaires, étaient antithétiques aux structures de pouvoir royal fondées sur la hiérarchie, la compétition et des lignées soigneusement contrôlées. Pourtant, entre les lignes des dénégations officielles et des documents détruits,
Nous trouvons des aperçus d'humanité, des serviteurs qui ont risqué tout pour faire preuve de gentillesse, des infirmières qui ont conservé des photographies et des dessins, des moines et des nonnes qui ont vu la sainteté là où d'autres ne voyaient que la honte, et même quelques parents royaux qui, malgré les pressions de leur position, ont trouvé des moyens de faire en sorte que leurs enfants cachés reçoivent un certain niveau de soins et de confort. Prenons l'exemple de la princesse Alexandrine, de Prusse, née en 1915 de l'héritier du trône, le prince Wilhelm. Contrairement aux générations précédentes, ses parents n'ont pas prétendu qu'elle était morte. Au lieu de cela, ils l'ont placée dans un établissement spécialisé où elle a reçu une éducation adaptée à ses capacités. Elle a appris à lire des textes simples, à écrire son nom et à jouer du piano, mal, mais avec enthousiasme. Lorsque les nazis sont arrivés au pouvoir et ont lancé leur programme d'euthanasie ciblant les personnes handicapées, sa famille a été confrontée à un choix impossible. Les documents suggèrent qu'elle avait été discrètement transférée en Suisse, où elle a vécu sous un nom d'emprunt jusqu'à sa mort en 1980, ayant survécu à l'empire qu'elle était censée hériter. La Seconde Guerre mondiale a marqué un tournant, mais pas toujours pour le mieux. Le meurtre systématique des personnes handicapées par les nazis, y compris celles atteintes de trisomie 21, a choqué même les familles royales qui avaient caché de tels enfants pendant des siècles. Certaines ont reconnu leur propre complicité dans la création des attitudes qui ont rendu un tel génocide possible. D'autres sont simplement devenues plus prudentes quant à la dissimulation, comprenant que dans un monde où de tels enfants pouvaient être assassinés par l'État, la honte privée était préférable à la connaissance publique. Après la guerre, alors que l'Europe se reconstruisait et se modernisait, les attitudes royales ont commencé à évoluer lentement. Lorsque le prince Jean de Luxembourg est né en 1957 avec la trisomie 21, sa famille a pris une décision révolutionnaire. Ils l'ont reconnu, non pas pleinement, non pas avec fierté, mais ils ont admis qu'il existait, qu'il vivait dans un établissement spécialisé, qu'il était leur fils et leur frère, brisant ainsi des siècles de déni absolu. Dans les années 1960 et 1970, les progrès médicaux ont permis aux enfants atteints de trisomie 21 de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Les familles royales ne pouvaient plus prétendre que ces enfants mouraient inévitablement dans leur enfance. Certaines ont commencé à soutenir discrètement des organisations qui aident les familles d'enfants handicapés, bien que rarement en reconnaissant pourquoi elles avaient un tel intérêt. D'autres ont continué les anciens schémas, mais avec une efficacité moderne, des établissements privés dans des lieux discrets, des fonds fiduciaires qui garantissent le silence, des dossiers médicaux qui disparaissent dans des archives privées. La famille royale espagnole moderne a rompu totalement avec la tradition lorsqu'en 1973, elle a publiquement reconnu que le neveu du roi Juan Carlos était né avec la trisomie 21. L'enfant est apparu dans des photos de famille, a participé à certains événements publics et a été évoqué avec affection plutôt qu'avec honte. C'était révolutionnaire. Pourtant, cela a mis en évidence à quel point la reconnaissance humaine de base avait été récemment refusée à ces enfants. Aujourd'hui, nous savons que la trisomie 21 est simplement une variation génétique qui survient chez environ un enfant sur 700 naissances dans toutes les populations, toutes les classes sociales, toutes les lignées. Nous savons que les personnes atteintes du syndrome de Down peuvent mener une vie pleine et riche de sens, qu'elles ressentent la même gamme d'émotions que quiconque, et que leur déficience intellectuelle ne diminue en temps rien leur humanité. Nous le savons aujourd'hui, mais pendant des siècles, les familles royales qui prêtaient appeler à une origine divine, qui justifiaient leur pouvoir par une supposée supériorité génétique, ne pouvaient se permettre de le savoir. Les familles royales modernes sont toujours confrontées à ces défis, bien que généralement avec plus de compassion que leurs prédécesseurs. Lorsque des rumeurs circulent concernant un enfant royal handicapé, les services de relations publics du palais publient des communiqués prudents sur la vie privée et les questions familiales. Un soutien est fourni, des soins sont organisés, mais l'intégration totale à la vie royale reste rare. Les vieilles habitudes persistent, et la pression pour que les enfants royaux soient parfaits, ou du moins paraissent parfaits, persiste. Certains historiens soutiennent que ces enfants cachés représentent l'un des plus grands échecs moraux de la monarchie, le déni systématique de l'humanité à ses membres les plus vulnérables. D'autres soulignent que les familles royales étaient des produits de leur époque,
suivant des conventions médicales et sociales qui qualifiaient ces enfants d'idiots mongoloïdes et recommandaient l'institutionnalisation. Les deux perspectives contiennent une part de vérité. Les familles royales n'ont pas créé les préjugés de la société contre le handicap, mais leur position de pouvoir signifie qu'elles portent une responsabilité particulière dans leur perpétuation. En recherchant ces histoires, on découvre un archive d'absence, des documents détruits, des noms rayés, des portraits repeints, des tombes non identifiées ou déplacées. Pour chaque cas documenté, combien d'autres n'ont laissé aucune trace? Combien d'enfants royaux atteints de trisomie 21 ont vécu toute leur vie connus seulement d'une poignée de domestiques liés au secret? Combien sont morts en croyant être orphelins, sans jamais savoir que quelque part dans un palais, leurs parents continuaient à produire des héritiers qui correspondaient mieux au modèle royal? Pourtant, l'élément le plus tragique n'est peut-être pas le secret lui-même, mais ce que ce secret a coûté à tous les concernés. Les parents qui auraient pu aimer leurs enfants différents ont plutôt appris à les considérer comme des secrets honteux. Les frères et sœurs qui auraient pu développer l'empathie et la compréhension ont plutôt grandi en croyant à leur propre supériorité génétique. Les enfants cachés eux-mêmes, qui auraient pu prospérer avec un soutien et une acceptation appropriés, vivent à la place des vies réduites dans l'ombre. La médecine moderne nous a donné des outils que ces personnages historiques n'avaient pas. Les tests prénatals peuvent désormais détecter la trisomie 21 avant la naissance, ce qui conduit à des choix moraux différents, mais tout aussi complexes. Certaines familles royales ont probablement interrompu des grossesses après avoir reçu de tels diagnostics, ajoutant une autre couche à cette histoire d'absence. D'autres ont choisi de poursuivre des grossesses et d'élever des enfants handicapés, bien que rarement sous les feux de la rampe. Le dernier cas confirmé d'un enfant royal européen atteint de trisomie 21 ayant été complètement caché au public remonte aux années 1960, bien que des rumeurs persistent concernant des cas plus récents, traités avec une extrême discrétion. Les lois sur la vie privée et l'éthique médicale moderne rendent plus difficile le suivi de ces histoires, ce qui est peut-être comme il se doit. Ces enfants méritent le respect de leur intimité, mais non l'effacement. Ils méritent protection, mais non l'emprisonnement. À quoi ressemblerait l'histoire si ces enfants avaient été reconnus? Si le prince John avait été aux côtés de son frère Édouard VIII lors de la crise de l'abdication, si les Habsbourg espagnols avaient reconnu que leur lignée pure produisait autant de variations que n'importe quelle famille paysanne? Si seulement une seule famille royale, quelque part au cours de ces siècles de déni, avait dit « Ceci est notre enfant, différent mais aimé, et nous ne le cacherons pas. » Nous ne pouvons pas réécrire l'histoire, ne pouvons pas restaurer les noms effacés des registres ou marquer les tombes perdues. Mais nous pouvons reconnaître que ces princes et princesses oubliés ont existé, qu'ils comptaient, que leur vie avait une valeur au-delà de leur incapacité à hériter de trônes ou à assurer des alliances. C'étaient des enfants qui riaient et pleuraient, qui ressentaient l'amour et la solitude, qui vivaient le monde d'une manière que leurs frères et sœurs normaux ne pouvaient jamais connaître. Certains ont trouvé des moments de joie malgré leurs circonstances. La grand-duchesse russe anonyme arrangeant ses tessons de verre, le prince Gustave prédisant le temps, Félix apportant le bonheur à son monastère. D'autres ont probablement vécu dans un isolement et une négligence profonds, comprenant seulement qu'ils étaient en quelque sorte mauvais, en quelque sorte honteux, en quelque sorte moins humains aux yeux de ceux qui auraient dû les protéger. Leurs histoires nous obligent à nous confronter à des vérités inconfortables sur la façon dont la société traite la différence, comment les structures de pouvoir renforcent des définitions étroites de la valeur et comment la honte se transmet de génération en génération comme un héritage tordu. Les familles royales, dans leur traitement des enfants handicapés, ont montré un miroir aux pulsions les plus sombres de la société. Le désir d'éliminer la différence, de cacher l'imperfection, de prétendre que la variation humaine est une anomalie plutôt qu'une règle de la nature. Les familles royales d'aujourd'hui évoluent dans un monde différent, où les mouvements pour les droits des personnes handicapées ont changé la conscience publique, où l'inclusion est valorisée, au moins en principe, sinon toujours en pratique. Mais les fantômes de ces enfants cachés persistent, hantant les couloirs des palais et les tombes non marquées, nous rappelant que le privilège et le pouvoir n'accordent pas automatiquement la compassion.
que le sang bleu peut couler aussi froid que tout autre. Imaginez à nouveau cet enfant dans la tour des Habsbourg, regardant les miettes de poussière danser dans la lumière du matin. Son nom aurait pu être Ferdinand, ou Franz, ou Maria, ou l'un des dizaines de noms que nous ne connaîtrons jamais. Ils ont vécu et sont morts dans une honte qu'ils n'avaient pas à porter, victimes d'une vision du monde qui ne pouvait pas accueillir la différence, ne pouvait pas voir la beauté dans la variation, ne pouvait pas reconnaître que le véritable déficit ne résidait pas dans leurs chromosomes supplémentaires, mais dans la compassion manquante de leur famille. Leur accompagnateur s'en va, les pas s'évanouissant dans les couloirs de pierre, et l'enfant retourne à observer la lumière et l'ombre jouer sur les murs anciens, ignorant que des centaines d'autres personnes à travers l'Europe partagent son sort, du sang royal qui n'était pas assez royal. Une destinée divine sapée par la réalité humaine, ils fredonnent une mélodie qu'aucun autre n'entendra jamais, arrangent des objets selon des schémas qui n'ont de sens que pour eux, et attendent le bol de gruau froid de demain, l'accompagnateur silencieux de demain, les quelques moments de lumière filtrée de demain dans une pièce que le monde prétend inexistante. En fin de compte, ces rois oubliés nous en apprennent moins sur le syndrome de Down que sur le pouvoir lui-même. Comment il corrompt non seulement par l'ambition, mais par la peur, non seulement par la cruauté, mais par la honte. Il nous rappelle que chaque société crée ses ombres, ses inexprimables, ses disparus. La mesure de la civilisation ne réside pas dans ses palais ou ses joyaux de la couronne, mais dans la façon dont elle traite ceux qui ne correspondent pas au modèle, qui ne peuvent pas jouer le jeu, qui existent en dehors des limites de la différence acceptable. Quelque part en Europe, dans des tombes non identifiées et des coins oubliés des cryptes royales, gisent les os de princes et de princesses dont le seul crime était d'être nés différents. Leur nom effacé, leur visage détruit, leur existence niée. Pourtant, ils ont vécu, ils ont respiré, ri, pleuré et sont morts, entièrement humains malgré tous les efforts pour prétendre le contraire. Et dans leur silence, ils en disent long sur ce qui arrive lorsque la lignée compte, plus que le sang. Lorsque l'apparence l'emporte sur la réalité, lorsque la peur de l'imperfection devient plus monstrueuse que tout défaut imaginé, vous êtes toujours dans cette chambre de la tour, des siècles réduits à un seul moment d'abandon. Mais maintenant, vous savez que vous n'êtes pas seul. À travers le temps et l'espace, dans les palais, les couvents et les institutions, d'autres partagent votre sort. L'histoire oubliera votre nom. Mais vous avez existé. Vous comptiez. Et dans cette lumière du matin filtrée à travers la pierre et les siècles, c'est suffisant. Cela doit être suffisant parce que c'est tout ce qui reste lorsque le pouvoir choisit la honte plutôt que l'amour, l'absence plutôt que la présence, l'oubli plutôt que le travail plus difficile de se souvenir.